Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce 22h, la revue de performance 2018 du Programme national pour le développement économique et social PNDS. En discussion à Conakry, le gouvernement et ses partenaires au développement ont entamé ce mercredi une réunion d'évaluation du programme qui touche l'ensemble des secteurs porteurs de croissance à l'économie nationale. Détails à suivre dans ce journal. Et puis nous ferons le point sur la marche de l'antenne du FNDC de Mamou où de nombreux membres ont manifesté pour s'opposer à une réforme constitutionnelle ou encore un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Enfin sport, le comité de pilotage du Koukan 2025 a animé ce mercredi une conférence de presse. Objectif, rendre compte des travaux entrepris durant ces 9 mois et les perspectives pour les mois à venir. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. On ouvre ce journal par la deuxième journée du dialogue politique qui se tient au Palais du Peuple. Les lignes ne semblent pas bouger dans les pourparlers entre l'opposition et la mouvance. On écoute à propos le facilitateur du dialogue au micro de nos reporters. Cet après-midi, donc, les représentants de la CENI ont bien voulu faire des présentations autour de ces deux questions. Sur le premier concernant le parachèvement du processus des élections locales et communautaires, la CENI donc a proposé un schéma opérationnel qui devrait permettre d'obtenir les résultats par quartier et par district pour nous permettre enfin de finaliser ce processus-là. Sur la deuxième question concernant les élections législatives, la CENI a fait le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de l'audit du fichier électoral, sur les opérations qui ont été déjà déroulées, sur celles en cours, notamment celles qui concernent l'enrôlement, pour le processus d'enrôlement, et puis sur les étapes à venir qui sont relatives notamment aux opérations de déduplication, de gestion des candidatures, d'affichage et de révision des listes électorales. Nous avons ensuite donc ouvert les discussions sur ces deux questions. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'observations et des recommandations, des propositions, des débuts de propositions, de recommandations qui ont été formulées. Il a été tout simplement retenu par les deux bords politiques de poursuivre les consultations et de fixer donc une prochaine, de se retrouver pour une autre prochaine séance du dialogue afin d'approfondir les discussions sur ces questions. Mohamed Lao Bangoura, facilitateur du dialogue interguinéen, des propos recueillis par nos reporters Djibril Ba et Alseni Kamara. Le PNDS, Programme national pour le développement économique et social, est un ambitieux programme que pilote le gouvernement guinéen pour, dit-il, améliorer les conditions de vie des populations et réduire la pauvreté. Ce jeudi, une réunion a eu lieu autour de la revue de performance 2018 du PNDS. Membres du gouvernement, institutions internationales et partenaires au développement ont pris part à la dite réunion. Près de 300 acteurs sont invités. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Abou Korea Kourma. S'adressant aux institutions et aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au département qui gère l'architecture budgétaire, le Premier ministre guinéen salue l'appui constant et demande de poser un diagnostic conséquent. Je voudrais ici et solennellement saluer les efforts du ministère en charge du plan, ainsi que les différentes parties prenantes qui ont permis l'opérationnalisation du comité technique de suivi, organe technique de suivi de la mise en œuvre du PNDS et dont les travaux auront permis d'aboutir au rapport de performance de l'année 2018. Les départements stratégiques et le chef de file des partenaires, chacun en ce qui le concerne, est invité à observer la permanence des concertations.
Les actions programmées en 2018, dit-il, ont connu un rythme d'exécution meilleur que l'année précédente, ce qui conduit du coup à la diversification de l'économie guinéenne. Les bases de la transformation structurelle durable de l'économie se consolident à travers une agriculture plus productive, un secteur secondaire plus diversifié et plus compétitif et un secteur tertiaire plus moderne. Sur le plan macroéconomique, les résultats ont été satisfaisants, note encore Ibrahima Kassouri Fofana. Avec une croissance économique se situant autour de 6% et demi, sur la même période, la Guinée a respecté la plupart des critères de la CEDEAO et de la ZMAO visant l'intégration économique de la sous-région. Les performances ont été obtenues grâce à une accalmie relative au niveau social et politique. Ces avancées, admet le Premier ministre, doivent impacter le quotidien des citoyens, d'où l'importance de la revue afin que ces progrès soient ressentis dans le panier de la ménagère. En bref et en images, parlons à présent du processus électoral, élection législative du 16 février 2020. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu entre le 18 et le 27 décembre. La CENI a fait une annonce dans ce sens ce mercredi. La première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour. La seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. Parallèlement donc à ce communiqué, le dialogue politique interguinéen se poursuit, comme vous l'avez constaté, en début de journal. En plus bref encore, la délégation internationale conjointe chargée d'évaluer les préparatifs des élections législatives de février 2020 avec à sa tête les anciens présidents béninois Nisofor Soglo et nigérien Goodluck Jonathan poursuit sa série de rencontres avec les acteurs sociopolitiques guinéens, comme vous le constatez sur ces images. La délégation a conféré ce mercredi avec quelques membres de l'Assemblée nationale et la majorité présidentielle. Partout, la délégation a réaffirmé le souhait de voir la Guinée aller de l'avant et finir avec la crise que traverse le pays. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. De nombreux membres du Front national pour la défense de la Constitution étaient présents ce mardi dans les rues de Mamou pour répondre à l'appel du FNDC en toile de fond, dire non au projet de modification de la Constitution. Après une marche qui a duré près de 5 heures de temps, les manifestants ont rallié le carrefour Labo où des discours ont été prononcés. Mohamed Valek Touré, reportage. Vêtus de t-shirts rouges comme d'habitude, les membres de l'antenne FNDC Mamou ont encore battu le pavé ce mardi pour exprimer leur opposition à toute modification constitutionnelle en République de Guinée. Au rythme des pas, ils ont scandé des slogans hostiles au régime en place. Le monde est sorti aujourd'hui à Mamou pour montrer au professeur Alpha Condé que nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution. Nous ne voulons pas d'un troisième mandat. Nous ne voulons pas de référendum. Et nous l'amenons à arrêter la tuerie. La population guinéenne est une et indivisible. Une et indivisible. Donc, nous voulons lui dire... Ce 6e acte version Mamou est mené par la députée uninominale de la préfecture. Les manifestants sont partis du carrefour Labo jusqu'au carrefour Pétel, en passant par le carrefour Luna. L'occasion pour l'élu de Mamou de flinguer les promoteurs du 3e mandat. On a constaté vraiment les gens, la population de Mamou, vraiment ils ont a constaté que le FNDC a toujours raison. Ils ont eu raison de défendre la Constitution parce que actuellement c'est très difficile en Afrique de défendre une Constitution si la mouvance ou le comment dirais-je ou le pouvoir vous prenne dans les circonstances de se manifester. Comme toutes les manifestations autorisées, la marche de ce jour à Mamou n'a connu aucune fausse note. Durant le parcours, les manifestants étaient encadrés. Par endroits, certains magasins sont restés fermés.
On poursuit ce journal, projet de capitalisation et d'expérience pour une meilleure prise en charge du VIH chez les populations clés en Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités des points focaux. Il s'inscrit dans le cadre de la cartographie des interventions en faveur des populations. C'est la ville de Fria qui abrite la rencontre. Mariam Foudé Camara, Amara Alex Silla. Fria, une zone minière très fréquentée dans les années passées. La prévalence du VIH-Sida est un peu élevée dans la cité des Alumines, d'où le choix de la ville pour abriter cette rencontre. L'objectif est de renforcer les capacités des points focaux dans le cadre de la cartographie des interventions en faveur des populations. L'initiative est de l'ONG Fraternité Médicale Guinée en partenariat avec Expertise France. Nous avons eu l'opportunité d'envoyer des formateurs référents au niveau régional à Dakar. Donc ces personnes sont venues pour former d'autres acteurs. Nous souhaitons qu'il y ait une expertise locale en termes de renforcement des capacités pour pouvoir utiliser nos ressources disponibles au niveau du pays. Durant 2 semaines, les participants lieront la théorie à la pratique pour une meilleure prise en charge du VIH-Sida. C'est très intéressant parce que, eu égard à la prévalence du VIH, et lorsqu'on parle de prévalence, c'est juste que c'est un mot technique, c'est un mot médical. Alors ça veut dire les anciens et les nouveaux cas retrouvés. Donc c'est vraiment un peu élevé à Fria. Donc si nous avons des renforcements des capacités sur la présence du VIH, ça vient à point nommé. C'est le secrétaire général chargé des affaires administratives de Fria qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Il promet de tout mettre en œuvre pour la réussite de l'atelier et le respect du rendez-vous d'ici à 2030. C'est une activité qui doit intéresser toutes les couches socio-culturelles, socio-économiques. En tout cas, en ce qui concerne la préfecture de Fria, les autorités à tous les niveaux, nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer cet atelier et durant ce temps et pour que la population soit sauvée d'ici le temps imparti. On a parlé de 2030 et nous serons au rendez-vous, Inch'Allah. La rencontre se poursuit jusqu'au 18 décembre prochain. Ce lundi 9 décembre 2019, une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles s'est tenue à l'INI-CFP de l'Abbé. Elle a réuni des acteurs de la société civile, des autorités religieuses et administratives. Plusieurs citoyens de la ville de l'Abbé ont pris part à cette rencontre. Cette activité de 2 semaines, dont le thème cette année est « Oranger le monde », a été financée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Salou Binanisso nous en dit plus. C'est aux environs de 11 heures que la cérémonie de lancement de cette campagne de 16 jours d'activisme a démarré dans l'enceinte de l'amphithéâtre NICFP de l'Abbé. Amadou Sidi Diallo, inspecteur régional de l'action sociale et de la promotion féminine de l'enfance, égrène les objectifs. Cette campagne consiste à mobiliser les populations, les autorités et essayer de faire un plaidoyer pour que les droits des femmes soient respectés dans notre société. Parce que c'est avéré que, à travers le monde, on s'est rendu compte que les droits des femmes sont bafoués. Beaucoup de femmes sont victimes de violences physiques, de violences morales, de violences psychologiques provoquées généralement par les hommes pour des raisons de sexe. Alors on s'est rendu compte qu'à travers le monde, il y a une recrudescence de ces violences. Et de ce fait, les Nations Unies ont demandé que chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, qu'il y ait une série d'activités, n'est-ce pas, à travers lesquelles on va procéder à des campagnes de mobilisation sociale et de sensibilisation pour attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux pour que les droits des femmes soient mieux respectés. Président de la cérémonie, le chef de cabinet du gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Ouremba Traoré, a mis un accent particulier sur les violences basées sur le genre, devenues récurrentes ces dernières années dans la région de l'Abbé. Pourquoi il y a quelques 10, 15, 20 ans, je prends le cas de la Guinée, on ne rencontrait pas des situations de ce genre. Mais pourquoi maintenant, c'est les enfants des petites filles de 6, 7, 8 ans qui sont violés? Il faut qu'on cherche à savoir de pourquoi situer les responsabilités afin de juguler ce phénomène qui est en train de nous envahir tous les jours.
La plupart des violences faites aux femmes sont souvent réglées en famille ou à l'amiable. Pour Hadja Jeynab Koumancho Diallo, l'impunité mène à la récidive. Ce qui ressort de tout ça, c'est l'impunité. L'impunité qui amène la récidive. Si les gens savent qu'ils peuvent violer, ils ne sont pas inquiétés ou ils sont inquiétés pour un moment et après c'est fini, ils vont le faire. Mais s'ils savent que s'ils violent, c'est une seule fois dans leur vie, ils ne vont plus répéter, ils ne vont pas essayer. Pour sensibiliser les citoyens sur les dangers des violences basées sur le genre, des tables rondes et des conférences débats seront organisées pendant ces 16 jours dans la région administrative de la baie. Comment rendre la ville de Boké propre? C'est le défi que s'est fixé l'équipe communale depuis son installation. Ce mercredi, elle a procédé à la remise des équipements à 4 groupements d'assainissement évoluant dans la commune urbaine. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la commune en présence des autorités locales et les représentants des 15 quartiers. Bailoba Salifouli Fossissé nous signe le reportage. Ces équipements affectés à ces groupements évoluant dans l'assainissement sont essentiellement composés de 8 mototricycles, des brouillettes, des pelles, des gants et des balais. Ils doivent être utilisés pour rendre la commune urbaine de Boké propre. Aujourd'hui, par rapport à notre installation, jusqu'aujourd'hui, la commune a toujours préfinancé ce volet assainissement qui est vraiment une grande préoccupation pour le pays. Donc après déjà 10 mois dans cette opération, nous avons jugé utile d'organiser les femmes et les jeunes en groupement d'intérêt économique, surtout dans le domaine de l'assainissement. Donc aujourd'hui, avec les motos qu'on a obtenues à travers l'ANAïM, des motos tricycles, et la commune affecte ces motos au niveau du groupement d'assainissement pour qu'on puisse assainir le cadre de vie. Installée depuis 10 mois, l'équipe communale de Boké s'est fixée pour objectif d'assainir les différents quartiers de la ville. Un défi majeur qui passe par une bonne gestion de ces équipements offert par l'ANAIMA, d'où cet appel du secrétaire général chargé des collectivités locales de Boké. Nous avons dit aux bénéficiaires que ça ne peut pas se passer sans que chacun ne se sacrifie. Ils doivent payer les ordures, quand on les produit, ça ne peut pas se faire comme ça. Les tricycles qui sont donnés doivent fonctionner, doivent être entretenus. Donc nous avons demandé en retour de pouvoir payer effectivement ce que les ordures qu'on doit ramasser chez eux. Pour les bénéficiaires, c'est le fruit d'un long combat mené sur le terrain. Ils promettent l'utilisation judicieuse de ces matériels d'assainissement au profit des citoyens de Boké. On est vraiment gâtés ce matin, chose qu'on ne s'attendait pas, donc ça nous a vraiment réconfortés. Le matériel sera utilisé à bon usage, surtout que c'est une confiance méritée, tant de sacrifices. Vraiment, aujourd'hui, pour le don là, je suis satisfait aujourd'hui. Je suis satisfait et je remercie l'autorité et la commune urbaine avec le maire. Ces 4 groupements bénéficiaires de ces équipements ont chacun un parrain pour le suivi des activités dans les différents quartiers de la commune urbaine de Boké. Restons encore dans la région de Boké où la société minière Guinée Aluminium Corporation lance un projet de construction d'un centre mécanique dans la cité. C'est un atelier de renforcement des capacités des jeunes diplômés sans emploi mais qui ont des acquis en mécanique qui seront formés à un niveau international avec les derniers outils de technologie. Un projet bien accueilli par les autorités locales de la ville de Boké. Ouminatou Sidibé, Aboukouré Kourouma. C'est un projet de centre de formation pour des jeunes qui ont déjà une connaissance de base en mécanique. Chaque année, 25 jeunes y seront formés pour être recrutés au compte de la société minière GAC. Les autres seront mises sur le marché de l'emploi guinéen. Ce sera un concours national qui sera fait en théorie et en pratique. Les critères de sélection, c'est d'avoir déjà une base en mécanique, savoir lire et écrire. La société GAC a aujourd'hui besoin d'externaliser la maintenance de véhicules électromécaniques appartenant à la société, d'où la création de ce centre pour un renforcement de capacité. Le renforcement des capacités, pourquoi? Parce qu'avant, à l'intérieur de GAC, on utilisait les expatriés. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas externaliser cette fonction qui
doit être une fonction de toute façon pérenne, parce que la maintenance, elle sera pérenne sur tout le long de nos opérations. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pensé avoir un centre de formation pour la maintenance des véhicules légers. Le centre Rio Nunez est le bienvenu certes, mais les critères de choix ne sont pas unanimes. Le premier vice-maire de Bokeh suggère aussi l'élargissement de l'atelier pour être utile à tout le monde. Mais, à mon avis, je crois qu'il doit être plus élargi. Plus élargi puisque nous, les responsables de la communauté, nous avons des jeunes qui ont besoin de ces centres. Mais les critères énoncés doivent représenter un barrage déjà. Mais c'est des choses que nous allons discuter plus tard avec les responsables de GAC pour les amener vraiment à réviser la façon d'intégrer le centre. Le centre Rio Nunez sera opérationnel d'ici 3 mois dans la ville de Bokeh. Le recrutement se fera sur une base de test. Don de machines à coudre pour l'autonomisation des femmes en milieu rural, c'est un geste de la société minière de Bokeh. Le consortium minier vient d'offrir ces machines aux femmes de 11 villages impactés par son projet. Cette action vise à renforcer les capacités génératrices de revenus pour ces femmes qui participent activement à la vie des communautés. Suivez le reportage de nos correspondants Abdoulaye Keta, Salif Lifosissé. Ce sont 54 machines à coudre que vient d'offrir le consortium SMB Winning aux femmes de 11 villages impactés par son projet. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, vient à point nommé. Elle permettra de renforcer l'autonomisation des femmes et promouvoir le développement local. L'objectif du projet, selon le responsable communautaire, est d'aider les jeunes filles et garçons à mieux apprendre le métier. Il s'agit de distribuer 54 machines à coudre aux pratiquants de ce métier. Et aussi, cela va permettre d'accroître non seulement leurs revenus, mais aussi faciliter l'apprentissage de ce métier dans les différentes localités. Surtout quand il s'agit des jeunes filles. On sait tous que dans nos communautés, c'est les femmes qui pratiquent beaucoup ce métier. Pour cette couturière, la joie est immense et remercie les actions communautaires de la société. Moi, je suis couturière. Ils sont allés nous recenser dans nos différents ménages. Vraiment, nous sommes très contentes de la société. Dans toutes les sous-préfectures impactées, la société minière de Bokeh a le devoir de participer aux côtés de l'État à la promotion du développement local, selon l'autorité préfectorale de Bokeh. La prise en charge des problèmes de ces communautés les incombe à plus d'un titre. C'est pourquoi ils se sont assis, ils ont analysé, ils ont trouvé qu'il fallait payer des machines pour venir encore augmenter leurs revenus. Donc ils ont payé ces machines qu'on a fait la remise officielle aujourd'hui pour pouvoir augmenter les revenus de ces couturières. Donc nous disons vraiment merci à la SMB qui n'est pas à sa première fois. Ils ont fait beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, c'est la confirmation qui viennent aider nos jeunes filles qui font des activités génératrices de revenus et qui les rapportent beaucoup de choses. Par cette donation, la société minière de Bokeh vient résoudre un autre problème, celui de l'emploi des populations locales à travers des initiatives pour leur autonomisation. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. Organisation de la CAN 2025 en Guinée. Le COCAN sort de son silence à travers un point de presse animé ce mercredi. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévu dans 5 ans en Guinée a fait le bilan de ses 9 mois d'existence. L'occasion a été aussi mise à profit pour présenter le site web du COCAN. Explication, Ablessa Diallo, Abdoulaye Kamara. Conakry, Kindia, Bokeh, Labé, Kankan et Zérékoré sont les sites choisis par le COCAN pour abriter la CAN 2025 prévue en Guinée. Après 9 mois d'existence, le comité revient sur les actes qu'il dit avoir posés. Ce choix, aussitôt validé par les autorités de tutelle, une mission mixte des membres du comité s'est rendue dans les différentes villes de l'intérieur pour une visite de terrain des sites réservés à cette organisation. Après donc cette étape, le comité a initié des séances d'échange et de concertation avec plusieurs cabinets. Les contrats de ces cabinets sont signés et transmis à l'heure où je vous parle
au cabinet de M. le ministre de l'économie et des finances pour approbation. Un budget a été introduit à l'Assemblée nationale pour adoption selon le président du COCAN. Le coût du projet n'est pas encore connu, mais Bantamasso se fait déjà une idée. Pas moins de 2 milliards de dollars, pas moins. Le ministre en charge des sports invite les Guinéens à s'unir autour du projet afin d'aider le comité d'organisation de la CAN à sauver l'image du pays. Nous tous, nous devons nous donner les mains pour que nous arrivions à réaliser cet événement. Que ce soit le monde du foot, la presse, la société civile, même les politiques, tous, c'est un projet qui va dans l'intérêt supérieur de la nation. En plus des 2 stades de compétition, 2 villages de CAN sont prévus dans 2 localités différentes de chacune des régions choisies. Le site web du COCAN a aussi été officiellement lancé ce mercredi et l'inauguration de son siège est attendue le 18 décembre prochain. Du football, on passe au basketball. Le club Arsif de Ligue 1 de basketball, les Poulains de Madani ont battu l'équipe Cocktail Molotov sur le score de 65 points contre 48. Au coup de sifflet final, c'est tout un staff venu de Fria qui a été libéré. Djibriba Alseni Kamara. Le club Arsif dans l'élite. Après quelques années de souffrance, l'équipe a su relever le défi en obtenant plus de points contre Molotov. Ce match, comme tous les autres du championnat de Ligue 2, ont été couronnés de succès. Des succès dont le coach Madani est l'artisan. On ne peut pas parler de tactique sans technique. Je savais que les enfants étaient techniciens. Donc nous avons cherché une tactique, c'est-à-dire la tactique, en fait, c'est une combinaison de méthodes. C'est-à-dire pour pouvoir battre l'adversaire. L'équipe adverse n'a pas démérité. Toutefois, l'entraîneur évoque les raisons de cet échec. Et franchement, c'est pas une désolation pour moi, c'est une pure satisfaction. On a manqué de taille à l'intérieur. Vous avez vu dès le départ, j'ai perdu mon poste 5, mon titulaire. Et le deuxième poste 5 est malade aujourd'hui, il n'a pas pu venir à cause de, du report du match d'hier. Fria est à l'honneur, donc Arsif part avec un trophée et avec un montant symbolique. Notre touche, c'est quoi? On est parti de zéro en fait. Il n'y avait rien du tout, rien n'existait. Pas de terrain. Même les bases du basketball avaient totalement disparu à Fria. Le terrain était devenu un dépotoir. Donc, écoute, à un moment donné, j'ai rencontré un certain monsieur Silla qui joue pour le SLAC. Il m'a encouragé. Il dit pourquoi tu ne te mets pas dans le basketball? Et bien écoute, je dis pourquoi pas, je vais essayer. Après cette étape, Arsif a d'autres ambitions, celle de participer aux compétitions internationales. Voilà, félicitations à cette équipe Arsif. Voilà qui nous conduit à la page Afrique de ce journal. Bientôt 3 ans après s'être fait chasser du pouvoir, l'ancien dictateur gambien Yaya Jammeh est toujours adulé par une partie de la population, et ce, malgré les témoignages accablants qui, depuis janvier, se succèdent devant la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant son régime, alors que l'ex-tyran vit désormais reculé en Guinée équatoriale. Les militants de son parti profitent de chaque occasion pour réclamer son retour. Suivez. Le 1er décembre 2016, le dictateur gambien Yaya Jammeh perdait l'élection présidentielle. C'était la fin d'un régime brutal qui a duré 22 ans dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. Mais 3 ans plus tard, des irréductibles adulent toujours l'ancien tyran, désormais exilé en Guinée équatoriale. C'est le seul président qui est capable de développer la Gambie. C'est le seul président qui sait de quoi on parle et qui nous comprend. Depuis près d'1 an, les témoignages accablants se multiplient devant une commission Vérité et Réconciliation. Torture, exécution d'opposants, l'ancien dictateur est même accusé de viol. Mais ses supporters rejettent en bloc ces accusations. Ils assurent que l'ancien parti présidentiel, l'APRC, survivra à ce grand déballage. On le voit ici, et tous ces gens qui affichent leur amour pour lui. La commission Vérité et Réconciliation doit voir qu'il y a toujours des gens qui aiment l'ancien président. Pour son rassemblement annuel, le parti de Jammeh a attiré plusieurs milliers de personnes.
Une démonstration de force pour un mouvement qui ne compte plus que 5 sièges sur 58 à l'Assemblée nationale. C'est une conséquence paradoxale de l'ouverture démocratique permise par son départ. Les soutiens de Jammeh se font entendre et ils l'utilisent comme symbole et comme cri de ralliement pour leur parti. Presque tous les soirs, quelques soutiens de Jammeh se donnent rendez-vous. Ils se réunissent dans la maison du nouveau chef du parti, Fabakary Tombong Jatta. La formation fait souvent courir la rumeur d'un retour imminent de l'ancien président. Il a le droit de revenir et il reviendra, si Dieu le veut. Il sera bientôt de retour, ce n'est qu'une question de temps. Il est presque sur le chemin du retour. Mais si Yahya Jammeh revenait en Gambie, il risquerait alors, très certainement, de devoir faire face à la justice. Épis de maïs, résidus de canne à sucre et de pulpe de café, débris de manioc et de rotin, les déchets végétaux jetés dans les rues et les marchés de Douala, capitale économique du Cameroun, ont désormais une seconde vie en étant transformés en charbon bio. Reportage. Comme tous les jours à bord de ce tricycle, Alphonse et Cédric sillonnent le marché central de Douala pour ramasser les ordures. Aujourd'hui, les commerçants ont abandonné des kilos de feuilles de maïs, des déchets végétaux qui peuvent désormais être transformés en énergie. Nous sommes en train de faire le ramassage des déchets alimentaires pour la confection du charbon écologique. Et nous le faisons chaque jour. Une fois la récolte accomplie, ces étudiants de l'université de Douala se dirigent vers leur unité spécialisée dans le recyclage des ordures ménagères. Le processus est simple, les déchets sont entreposés dans un séchoir pour en retirer le maximum d'eau. Nous les mettons dans le séchoir à une température de 105 degrés et au bout de quelques minutes, les feuilles ont perdu presque 99,5% de leur taux d'humidité et elles sont sèches, prêtes à la carbonisation. Les déchets sont réduits à l'état de cendre dans un four de carbonisation. La poudre noire obtenue est ensuite conditionnée, prête à la vente. Résultat, un charbon écologique qui émet très peu de gaz à effet de serre et ne fume presque pas. C'est un charbon qui est non toxique, ne produit pas les fumées, dont ne noircit pas également les marmites, donc c'est économique pour les tampons et les éponges métalliques. En plus, c'est plus puissant énergétiquement que les autres formes de charbon qui sont sur le marché. Le Cameroun est un gros consommateur de charbon. Il est principalement confectionné à partir de bois coupés dans la forêt ou dans les mangroves de Douala. Un désastre environnemental à petit feu que le charbon écologique pourrait ralentir. Je préfère ce charbon parce que le charbon écologique, c'est un très bon charbon. C'est économique et ça ne fume pas et ça chauffe très bien, ça cuit aussi bien l'aliment. Le charbon bio coûte quelques centimes de moins que le charbon de bois, mais Muller et son équipe sont convaincus que le prix pourrait davantage baisser si la production venait à augmenter. Avec une aide extérieure financière, ils pourraient réaliser leur rêve, devenir les rois du charbon vert. Le charbon bio, une initiative pour préserver l'environnement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite donc à visiter. À toutes et à tous, excellente soirée. Bonsoir chez vous.